Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne thématique sur Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présente une analyse, celle du professeur Leslie Maniga. Dans cette émission qui est tirée d'un entretien qu'il a donné en 1999, il élabore l'idée de la vocation internationale de la nation haïtienne au lendemain de son indépendance, une vocation qui tend à l'humanisme, à l'universalisme, en faisant tout ce qui est dans son pouvoir du point de vue diplomatique pour faire jaillir la liberté dans le monde. L'union du noir et du mulâtre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une union faite sur une conception raciale, non pas raciste, mais raciale. Il faut bien comprendre, dès qu'on a une goutte de sang nègre, on est nègre. Alors la Constitution dit, nous acceptons, c'est ça la base essentielle. À l'époque coloniale, nous étions divisés. Maintenant, nous nous unissons pour fonder une nation. C'est pourquoi le nationalisme haïtien est de caractère ethnoculturel. Il n'y a pas de doute. C'est un ethno-nationalisme. Haïti est la première nation noire. Non pas jetée à la face du monde comme une provocation, non, mais comme une réalité qu'il faut accepter. Il y a là l'union, c'est une capitale, et désormais, Haïti a un sens. L'indépendance haïtienne a un sens, c'est cette anomalie, ce défi, cette menace, cette anomalie, savoir qu'il y a une nation noire libre qui prend place sur la scène internationale et qui a une vocation. Ah, voici le deuxième point, la vocation. Cette vocation est liée à la signification même d'Haïti. Vocation signifie quoi? Deux choses essentielles. Premièrement, première vocation, il s'agit pour Haïti de représenter, de promouvoir et de défendre l'égalité des races humaines. N'oubliez pas que Haïti, c'est la seule terre où le noir est libre à cette époque, la seule. Donc, il y a là une vocation que nous nous donnons de représenter, défendre et illustrer l'égalité des races. Le Joseph Janvier, bien sûr, Hannibal Price, de la réhabilitation de la race noire par la République d'Haïti. Ça, c'est un élément fondamental, c'est la vocation du pays. Et deuxièmement, d'être une patrie, pas seulement une patrie dans le sens national exclusif de ceux qui ont fait la Révolution, mais une patrie ouverte à une catégorie d'hommes, c'est-à-dire à tous les peuples de couleur. C'est la Constitution de 1816. N'est-ce pas là un exclusif? Non, au contraire, c'est une ouverture. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on a? On a un nationalisme qui se développe. Le 19e siècle va être le siècle des nationalités. Ou au contraire, on va opposer une nationalité à l'autre. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous créons une nation et nous l'ouvrons. Nous l'ouvrons. Ce fameux article 44 de la Constitution de 1816 dit quoi? Tout individu de sang africain ou indien, né dans les colonies ou en pays étranger. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous devenons une patrie ouverte à toute une catégorie humaine, et c'est la raison pour laquelle nous avons, en quelque sorte, préfacer l'entrée à une solidarité intercontinentale. Car les Africains, les Asiatiques, puisque on disait Indiens à l'époque, soit Indiens de l'Inde, soit Indiens qui ont peuplé l'Amérique, puisque c'est la conception qui déjà prévalait à l'époque, si après elle a eu une éclipse. Donc il y a là quelque chose d'extraordinaire. Voilà une patrie ouverte. Un Africain arrive, il est haïtien automatiquement. Un Indien arrive, il est haïtien automatiquement. C'est une conception extrêmement avancée. Nous sommes à l'époque en avance sur l'horloge mondiale. Aujourd'hui, nous sommes en retard. Mais à l'époque, nous sommes en avance sur l'horloge mondiale. Mais ce n'est pas seulement cela. La vocation internationale d'Haïti, c'est d'aider à la libération du noir et à l'indépendance des peuples des colonisés. Nous l'avons montré de manière admirable. Le général Miranda avec Dessalines, Minas du Mexique et surtout Bolivar, 2 fois au peuple Bolivar a même demandé à Pétion de donner son nom aux terres qu'il avait libérées. Pétion modestement a refusé, aussi tactiquement a refusé. Donc il y a là quelque chose d'extraordinaire à reconnaître cette vocation internationale. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Haïti n'est pas seulement le sanctuaire pour les persécutés. Haïti va se donner maintenant une conception plus large. La preuve de sa première indépendance, pour éviter les discriminations, il dit tout le monde est noir. Bon, mais qui est noir? Les mulâtres? Les noirs de peau? Oui, on est noir. Générique.
Mais attention, se trouve être noir aussi le Polonais qui s'est mis du côté des Haïtiens de l'indépendance et désormais est haïtien. Il est noir. C'est intéressant, c'est une conception de la race qui dépasse les simples traits physiques, psychosomatiques, pour aboutir vraiment à une conscience, pour aboutir à une prise de position, pour aboutir à une conception humaine. C'est une valeur. Le Polonais est désormais haïtien, l'Allemand, qui de l'époque, désormais haïtien. Une conception-là, allons plus loin. Les montagnards persécutés avec le tournant de la Révolution française, vers qui les montagnards vont-ils se tourner tout comme l'ont fait Haïti? Billaud Varenne, c'est bien connu, vit en Haïti, s'y installe, entouré de la considération générale, disent nos premiers historiens, il y meurt. La semaine dernière, j'étais à Paris, je consulte les archives du Quai d'Orsay. Qu'est-ce que je trouve de l'année 1883? La famille de Camille Desmoulins au complet, toute la liste avec leur acte de naissance, leur brevet, leur curriculum vitae, en 1883, qui s'adresse à la légation de France, évidemment pour dire qu'ils étaient français, mais avec Haïti comme patrie d'adoption, la famille de Camille Desmoulins jusqu'en 1883. Mais allons plus loin. Vers 1820-1821, les Grecs se battent pour leur indépendance. Eh bien, que fait Haïti? Les Grecs s'adressent à Haïti, tout à fait naturel, dans une très très belle lettre, demandant le secours. Que fait Haïti? Haïti non seulement répond à l'élan par une attitude, une prise de position claire, dit la lettre, à la face de l'univers. Haïti prend position en faveur de la liberté d'indépendance des Grecs. Mais mieux que ça, certains documents attestent que le gouvernement haïtien ne pouvait pas envoyer des troupes jusqu'en Grèce, a envoyé de l'argent sous forme de cargaison café qui devait être destiné aux Grecs en lutte pour leur liberté. Ainsi, comme je le dis, l'haïtianisme à ce moment-là atteint à l'humanisme. L'haïtianisme à ce moment-là atteint à l'universalisme. C'est ça, c'est un beau projet, un projet grandiose, un projet extraordinaire, compris par certains. Victor Hugo l'a célébré, Lamartine l'a célébré, Michelet l'a célébré. C'est un cas controversé parce que les partisans de l'esclavage, les partisans des empires coloniaux sont furieux de l'existence d'une nation pareille, que cette nation ose exister. Talleyrand le premier à réagir. Talleyrand que beaucoup admirent à cause de son astuce, de son habileté diplomatique, etc. Bon, on peut me compter simplement à sa manière, mais Talleyrand dit tout de suite aux puissants, dans une fameuse circulaire, attention, ça c'est le danger, c'est la nouvelle Alger, dit-il, écrit-il, qui s'élève au milieu des Amériques, pirates, barbares, etc. Talleyrand alerte et mobilise les puissances contre Haïti, demande l'interdit politique, demande d'embargo commercial, que le général Ferrand décrète sous la forme de punition de mort. Quiconque fait commerce avec Haïti est puni de mort. C'est le premier embargo dont nous sommes la victime dès la naissance de l'indépendance. Écoutez, on crée Haïti partout, parce que Haïti est là véritablement un modèle, comme selon le mot fameux de Victor Hugo. C'est un phare, Et alors, non, l'abbé Grégoire, excusez-moi, c'est un phare élevé au milieu de l'Amérique. Il y a là, même au sud des États-Unis, il y a un livre publié par un auteur qui s'appelle Hunt, qui dit l'Amérique, l'influence d'Haïti sur l'Amérique d'avant la guerre de sécession dans le sud, pour les Blancs comme l'épouvantail, mais pour les Noirs comme l'espérance et la fierté. On donnait le nom de tout son ouverture à des enfants qui naissaient. Le Sud encore esclavagiste. Le Sud encore esclavagiste, évidemment. Donc, il y avait, et c'est à partir de là que l'idée que certains Noirs américains pourraient venir s'installer sur le territoire libre que représente Haïti, la première terre libre pour le Noir sur le continent. C'est extraordinaire. Il ne faut pas sous-estimer cela. Je suis triste de voir qu'aujourd'hui, une partie de l'opinion haïtienne considère ce fait comme banal. Mais il n'y a pas de banalité dans la réalisation de l'indépendance haïtienne. Voilà, ça est terminé pour cette émission, cet extrait qui pour moi est très important puisqu'il montre la vocation de cette nation qui aujourd'hui est en train de souffrir et que cette humanité qu'elle a tellement aidée ne lui a pas tendu la main. Toutes ces nations pour lesquelles Haïti s'est mouillé dans le passé lui tournent le dos aujourd'hui. C'est bien sûr sans aucun esprit de victimisation que nous présentons ces extraits. Si nous présentons ces extraits, c'est pour montrer à la jeunesse de ce peuple ce qu'est Haïti, au fond, parce que pour certaines personnes, pour certains jeunes, Haïti n'est que le pays des gangs, n'est que le pays de la violence,
n'est que le pays de la misère. Mais au-delà de ça, Haïti a rayonné par ses idées, Haïti a rayonné par ses actions, Haïti a rayonné par son humanisme.